Donc merci à toutes et à tous d'être présents ce soir dans cette salle très très belle de l'Académie du Climat qu'on remercie de nous accueillir. On va pouvoir donc avoir une discussion qui va parler d'Irak, mais pas que. On va aussi élargir la conversation à la responsabilité et au rôle d'une multinationale qui est bien connue, Total Energy. Et donc pour cette discussion, je suis accompagnée de plusieurs intervenants et intervenantes que je vais vous présenter très rapidement. Donc Arnaud de Beaufort, tu es chargé de mission pour l'Irak, pour l'ONG CCFD Terre Solidaire, et tu as coécrit un rapport qui s'intitule Marée d'Irak. Oh là là, j'ai plus le titre, mais pourtant je l'ai coécrit avec toi. Exploitation pétrolière et écocide dans le berceau de l'humanité. Merci d'être là. Justine Ripoll, tu es responsable de campagne chez Notre Affaire à tous. Notre Affaire à tous que tu pourras présenter par la suite, qui est une ONG qui a initié avec d'autres organisations plusieurs contentieux contre Total Energy, et c'est des affaires judiciaires dont on va parler également ce soir. Et puis Yann Philippin, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Tu es journaliste d'investigation chez Mediapart et auteur de plusieurs enquêtes internationales dont on va également parler ce soir. Il y aura des interventions vidéo de Murtada Al-Janoubi. Murtada qui est un activiste irakien qui est originaire des marais d'Irak. On aurait adoré qu'il soit là avec nous à Paris ou en visio, mais c'est assez compliqué, surtout en ce moment, pour des raisons de connexion et de logistique. Donc ce sont des vidéos qui ont été pré-enregistrées. Et donc c'est une conférence ou une discussion, on peut l'appeler comme on veut, qui est organisée par le CCFD Terre Solidaire en partenariat avec Notre Affaire à tous et avec donc la présence de Mediapart également ce soir. Une conférence qui s'inscrit dans une campagne plus large du CCFD Terre Solidaire qui s'appelle « Abus des multinationales, on devrait tous pouvoir dire non ». Et donc il y a mes collègues qui sont à votre disposition, voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette campagne. Je suis obligée, et c'est normal, de mentionner le contexte dans lequel s'inscrit cette discussion, un contexte géopolitique et surtout humain extrêmement préoccupant. Vous le savez, la guerre au Moyen-Orient qui fait suite à l'attaque d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Une crise humaine extrêmement préoccupante qui a déjà engendré plus de 2000 morts, des milliers de blessés et des déplacements massifs de population. Et pourtant, un des sujets qu'on entend le plus ici en Occident, c'est la question énergétique. Qui prend parfois un peu le dessus, même dans la couverture médiatique par rapport au drame qui se joue dans la région. Et le pétrole qui se retrouve notamment au cœur de certains affrontements. Hier, par exemple, il y a eu une attaque d'un navire pétrolier dans les eaux irakiennes. Sur le territoire irakien, il y a aussi eu des attaques de drones contre des infrastructures pétrolières. Il faut le mentionner également, Total Energy a dû évacuer son personnel dans le sud de l'Irak. Donc c'est un peu dans ce contexte particulier qu'on maintient cette discussion qui nous semble importante parce que nos partenaires irakiens, les défenseuses et défenseurs des droits humains et de l'environnement continuent de se mobiliser, continuent de lutter pour leurs droits fondamentaux et pour protéger les marais. Donc c'est aussi en solidarité avec elles et eux et avec leur courage qu'on se réunit ce soir en ayant une pensée, bien évidemment, pour les populations civiles de la région, qui sont les premières victimes et celles qui payent le prix fort des violations du droit international. Et donc, on va parler des marais d'Irak. Et je me tourne vers toi, Arnaud, pour ma première question. Si tu peux nous dresser un panorama de où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe dans cet écosystème unique, on le verra, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et un territoire d'un peuple autochtone qui est le peuple Ahwari, dont tu vas également nous parler. Donc voilà, la prise de parole est pour toi. Merci Clara, merci à tous et à toutes d'être ici. Effectivement, je vais aussi rappeler un petit peu la situation actuelle de l'Irak et l'importance du pétrole dans ce pays pour qu'on comprenne un petit peu
pourquoi ces marées ont aussi une importance particulière. L'Irak, actuellement, dans le conflit qui est en cours, c'est le seul pays qui a été touché par les deux parties. Il y a eu des bombardements à la fois d'Israël et des États-Unis contre des milices pro-iraniennes en Irak. Et il y a eu des bombardements iraniens contre des infrastructures pétrolières, contre des combattants kurdes iraniens et contre des bases américaines dans la région, principalement au Kurdistan. Donc c'est vraiment un pays qui se retrouve entre deux feux. Et c'est un pays aussi où les conséquences économiques de ce conflit vont être vraiment très importantes, puisque l'Irak est dépendant donc à 90% du pétrole, et l'intégralité de ces exportations, pour le moment, se font par le détroit d'Ormuz qui est fermé. Donc c'est vraiment très important pour le budget de l'État et le fonctionnement de l'État. Donc si le conflit doit continuer, les conséquences peuvent être vraiment assez graves pour eux. Ce pétrole, il est principalement produit en très grande partie dans le sud du pays, donc dans les gouvernorats de Maysan, donc là qui est en rouge, de Bassora qui est juste en dessous, et de Nasiriyah qui est à l'ouest de Maysan. Il y a aussi une grosse production dans la région de Kirkouk et au Kurdistan, mais vraiment ces trois provinces sont celles où il y a les réserves les plus importantes et parmi les champs pétroliers les plus importants du monde, avec vraiment toutes les majors pétrolières qui sont présentes. Il y a les Américains, les BP, Eni, Total, les Chinois, les Brésiliens, les Malaisiens, c'est assez impressionnant. Ces provinces, même si elles produisent une partie vraiment très importante de la richesse du pays, et puis une richesse, enfin voilà, c'est énormément d'argent, ça reste parmi les provinces les plus pauvres du pays et les plus affectées aussi par le changement climatique. L'Irak est déjà parmi les 5 pays les plus affectés par le changement climatique au monde. Il y a des gros problèmes d'eau dans tout le pays, mais principalement dans le sud. Donc là, on est vraiment sur un cas d'injustice climatique assez frappant, où ces provinces ne bénéficient que très peu des retombées économiques de cette exploitation. Ces provinces, elles sont, en plus de ne bénéficier que peu de cet argent, elles sont aussi très touchées par les retombées négatives de l'exploitation, qui sont relativement peu connues en Europe, mais qui sont avec des conséquences assez terribles environnementales et humaines de l'exploitation même. Donc en Irak précisément, on va y revenir, mais on parle principalement des questions d'exploitation de la ressource en eau, qui est déjà limitée. On parle des questions de torchage. Le torchage, c'est le fait de brûler les gaz qui sont extraits lors de l'extraction du pétrole. Il y a des gaz qui sortent également. Ces gaz sont brûlés et ce torchage a vraiment des conséquences terribles en termes de santé publique, avec une explosion des cas de cancer, de leucémie, de maladies respiratoires. On parle d'une région où il y a à peu près 5 millions d'habitants. Ce n'est pas du tout un désert, donc c'est vraiment assez important. Au-delà de la richesse pétrolière, c'est aussi une région qui historiquement est riche par sa biodiversité et ses marais. Donc ces marais sur lesquels on s'est concentré dans ce rapport dont on va vous parler. Historiquement, les marais du sud de l'Irak, ils allaient sur ces 3 provinces. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus réduits et il y a 3 grandes bulles qui sont le marais de Hawizeh, sur lequel on s'est concentré, le marais de Shibaish et le marais de Hammar. Ces marais, voilà, c'est un écosystème exceptionnel au Moyen-Orient et dans le monde. C'est un endroit très important pour la biodiversité, la faune, la flore, les oiseaux migrateurs. Et c'est un lieu qui a été classé pour ces différentes raisons au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2016 et qui est enregistré également par la convention de Ramsar sur les zones humides. Donc un lieu très important, et un lieu très important aussi pour son histoire humaine. Donc on estime que ce serait potentiellement le jardin d'Éden historique. En tout cas, il est probable qu'Abraham soit né dans cette région. Et aujourd'hui, il y a tout un peuple qui y vit, qui s'appelle le peuple Ahwari, qui dépend complètement de ces marais pour sa vie économique, sociale et culturelle, qui vit principalement de l'élevage de buffles et de la pêche, de buffles d'eau, donc qui ont besoin de cette eau.
Ce peuple, il n'est pas reconnu comme autochtone puisque l'Irak n'a pas ratifié les conventions relatives aux peuples autochtones, mais il en présente toutes les caractéristiques et les Ahwari, donc littéralement les habitants des marais, se définissent eux-mêmes comme un peuple autochtone. Voilà, ils ont une langue à part que les Irakiens ne comprennent pas. Qui présentent pas mal de similarités avec les langues anciennes de la région, le sumérien, etc. Ils ont une culture spécifique, donc c'est aussi assez important à souligner. Nous, on a commencé à s'intéresser à cette région depuis pas mal d'années. On avait soutenu déjà les partenaires qui avaient travaillé à l'enregistrement du marais au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 2023, on est vraiment alerté sur la région, sur la destruction spécifique du marais de Hawizeh. Donc le marais de Hawizeh, il est vraiment à la frontière de l'Iran. C'est un marais qui est partagé avec l'Iran. Et donc nos partenaires sur place nous ont alertés sur le fait qu'il y avait vraiment une sécheresse aggravée sur place voilà, un drame humain qui était en train de se jouer. Nous, on s'est rendu sur place en fin 2024, aussi parce qu'il y avait eu une première enquête de Mediapart, dont Yann, tu nous parleras sans doute, mais qui montrait la responsabilité de Total Energy dans le champ de Halfaya, dont je vais parler tout de suite. Donc on se rend sur place à l'invitation d'un partenaire qui s'appelle Ahwari Network, dont on va montrer une vidéo tout à l'heure, et pour constater vraiment qu'effectivement, la situation sur place est assez terrible. Le marais est complètement à sec. On se rend compte qu'effectivement, il y a pas mal de déplacements de population qui ont eu lieu. Très difficile à quantifier, on entend beaucoup de chiffres, mais on voit vraiment que dans les villages, la moitié de la population est partie. On voit les torchères qui brûlent le gaz, qui continuent de brûler en continu. On entend parler de tous ces problèmes de santé publique très importants qui ont lieu. Donc voilà, on est confronté à cette réalité sans vraiment savoir qui en est le responsable. Les gens sur place nous disent que c'est du fait de l'industrie pétrolière, mais c'est très difficile à prouver. Il y a très peu d'enquêtes indépendantes en Irak, puisque notamment sur les questions pétrolières, il y a vraiment une omerta et un empêchement des chercheurs et des journalistes de se rendre sur place et de vraiment faire des enquêtes indépendantes sur la question. Donc très difficile d'avoir des données concrètes et d'identifier des responsabilités. Donc nous, on a soutenu un chercheur indépendant qui s'appelle Safar Khalaf, qui est un chercheur irakien qui est en exil, qui a écrit une étude assez poussée sur la situation en cours et les responsabilités partagées. Et Safa s'est basé aussi sur un enquêteur de terrain qui lui vient de Bagdad et qui a pu se rendre sur place et conduire un certain nombre d'interviews avec des responsables et des personnalités locales. Et lui, Safa, a pas mal de contacts au niveau gouvernemental et donc ils ont pu arriver à un résultat vraiment très intéressant sur lequel nous on s'est basé pour écrire le rapport qu'on présente plus précisément ce soir. À travers ce rapport, on comprend qu'il y a plusieurs responsabilités. Je reviendrai plus tard dans la soirée sur le champ de Hawizeh 1, que vous voyez en jaune, vraiment à la frontière de l'Iran. Mais une responsabilité plus spécifique, qui est plus ancienne aussi sur cette région, c'est celle du champ de Halfaya, dont l'exploitation a commencé en 2010. Halfaya, c'est un champ pétrolier qui est absolument immense. En termes de superficie, il représente 3 fois Paris. Il y a un aéroport, il y a des infrastructures, il y a toute une ville qui accueille les ouvriers, principalement chinois, puisque c'est un champ qui est détenu à 45% par PetroChina, qui est l'opérateur de ce champ, et également 22,5% par Total Energy, et un autre 22,5% par Petronas, qui est la major pétrolière malaisienne. Et les restes des 10% sont gérés par la Meisan Oil Company, qui est la compagnie pétrolière locale. Donc on a ce champ qui est présent depuis 2010, avec vraiment des problématiques donc, de torchage qui sont inhérentes d'une certaine façon à la façon dont les opérations pétrolières sont menées dans le sud de l'Irak, mais voilà, qui sont particulièrement importantes. Sur l'ensemble de Halfaya, aujourd'hui on est à 400 000 barils de pétrole produits par jour. Un baril de pétrole, c'est 159 litres d'eau, donc c'est vraiment des quantités énormes.
dans une région qui souffre de manque d'eau chronique, c'est aussi significatif puisque pour produire un baril de pétrole, il faut 1,5 à 2 barils d'eau. Donc si on parle de 400 000 barils de pétrole, je vous laisse imaginer les quantités que ça peut représenter. L'étude qu'on a soutenue montre que cette eau qui est utilisée pour extraire le pétrole, c'est une eau qui est propre à la consommation, qui est dérivée qui vient du sol ou alors qui est dérivée des canaux en amont. Là où les villages qu'on a pu visiter, eux, s'approvisionnent en eau par des camions-citernes, etc. Donc vraiment des problématiques de justice aussi pour cette population qui sont assez importantes. Ce qu'on a pu aussi observer, et ce que l'étude souligne, c'est que l'exploitation avance en dehors de ce qui est l'enceinte historique. Et donc il y a des villages qui jouxtent vraiment le champ, qui sont ciblés par des exploitations, voilà, des nouveaux derricks qui vont être creusés au milieu de ces villages, et donc des gens qui vont être expulsés selon une loi irakienne qui permet cette expulsion contre une certaine somme d'argent. Voilà, et effectivement, évidemment, le champ se situe vraiment très très proche du marais enregistré au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc avec des conséquences réelles sur l'ensemble de l'écosystème. Je reviendrai donc par la suite sur le deuxième champ qui est en construction, et peut-être qu'on peut aborder les autres. Oui, merci beaucoup pour ce premier panorama. On va maintenant mettre une vidéo justement de Mortada Al-Janoubi qui va nous parler, ça sera le point de vue irakien, lui en tant que membre du peuple Hawari, quels sont les impacts de l'exploitation pétrolière. Arnaud l'a expliqué, il y a actuellement 3 champs pétroliers qui entourent le marais de Hawizeh, un 4e en construction dont on parlera plus tard. Donc on va l'écouter, c'est une vidéo de 5 minutes environ. طبعا المفارقة الغريبة جدا، الحكومة العراقية اليوم تتحدث بالمتغيرات المناخية وشريكة بمؤتمر الكوب وتقول العراق متأثر من سياسة التغيرات المناخية، لكن في الحقيقة والواقع العراق ما تأثر بالتغيرات المناخية بقدر ما تأثر من التغيرات السياسية، التغيرات النفطية، التوسعات النفطية اللي طارت الأماكن الطبيعية. اليوم الحكومات إذا تتحدث بالمتغيرات المناخية المفروض تحافظ على المناطق الطبيعية اللي هي الأهوار اللي تعد من أهم المناطق الطبيعية بالعراق. الحكومات المتعاقبة سواء كانت بالنظام السابق أو النظام الحالي على مدار سنوات مضت ما شاهدنا أي اهتمام واحترام لمنطقة الأهوار. بعدها بدل ما تعترف وتقول احنا اللي جففنا الاهوار واحنا اللي دمرنا المنطقه الطبيعيه واحنا اللي حولناها الى حقل نفطي، الحكومات ما عندها الشجاعه لمواجهه المجتمع الاهواري، ما عندها الشجاعه لمواجهه المجتمع الدولي وتقول لهم احنا اللي جففنا الاهوار على مود التوسعات النفطيه، احنا اللي قضينا على الثروه الحيوانيه والسمكيه، احنا اللي قضينا على المنطقه التاريخيه اللي تمتد الالاف السنين، احنا اللي قضينا على المجتمع الاهواري وهجرناه لبقيه المدن. اليوم المجتمع الاهواري يعيش مهجر ببقيه المدن منبوذ، بدل ما يحتضنونه، بدل ما يخلون له منطقه محترمه. اليوم الحكومات من جففت الاهوار وهجرت سكان الاهوار، بدل ما توفر لهم سكن ومنطقه تحتويهم، لا خلتهم يواجهون مصيرهم بالمدن البعيده بدون اي عمل، بدون اي اهتمام. اليوم سكان الاهوار ما يعرفون غير الصيد، ما يعرفون غير تربيه الجاموس، ما يعرفون غير الزراعه. اليوم من تم تهجيرهم الى مدن بعيده عن الاهوار، مدن ما متعودين على العيش بها. يعني اليوم من المستحيل ان يتاقلم ابن الهور داخل المدن، من المستحيل. اولا راح تصير مشاكل واحتكاكات وراح تصير عنصريه، وبالاساس سكان الاهوار يواجهون عنصريه من بقيه المدن. اليوم المدن ما جاي تحتضنهم، ما جاي تحتويهم، رغم هاي التوسعات النفطيه ورغم دمار الاهوار يغذي بقيه المدن من النفط ومن اموال النفط، وهذا النفط طالع من ارض الاهوار. اليوم الحكومات جففت اهوارهم، دمرتها،
نهت مصادر رزقهم، تركتهم نحو الضياع، نحو المجهول، بدون أي مستقبل، بدون أي أعمال، بدون أي أمان أو منزل أو حتى مقابل مادي على مود تعوض هذا المجتمع الأهواري أو تبحث عن البدائل. هاي الحكومات ما أنصفت الأهوار ولا أنصفت سكان الأهوار ولا أعطت أي أهمية للأهوار. بعدها تطلع الحكومات تتحدث عن المتغيرات المناخية وتتحدث عن الأهوار وحماية الأهوار وأهمية الأهوار. إلى الآن الحكومات تتحدث عن الأهوار وحماية الأهوار. إلى الآن الحكومات العراقية تأخذ منح من برنامج الكوب أو برنامج الاتحاد الأوروبي أو بقية الدول، تأخذ منح للتكيف مع المتغيرات المناخية، لحماية سكان الأهوار، لحماية الأهوار، تأخذ منح باسم الأهوار، لكن في الحقيقة الأهوار دمرت بالكامل وتحولت إلى حقول نفطية تدريجيا، واليوم ما تبقى أي شيء من الأهوار العراقية، وبالخصوص أهوار العمارة اللي تعد من أهم الأهوار العراقية هو هور الحويزة. هور الحويزة حاليا جاف بشكل كامل. حاليا شركة جوجيد الصينية مباشرة بيه جاي يسوون ساحات، وراح يتم الحفر منتصف 2026. لكن الحكومات إلى هاي اللحظة تتحدث عن الأهوار وأهمية الأهوار وحماية الأهوار. أكو تناقض جدا كبير. الحكومات هي صاحبة القرار، الحكومات هي اللي المفروض تهتم بالأهوار وتحمي الأهوار وتحمي سكان الأهوار، لكن في الحقيقة الحكومات ما أعطت أي أهمية للأهوار ولا سكان الأهوار، لكن الأهمية اللي شفناها فقط بالإعلام. الحكومات تتحدث بالإعلام، وزارة بيئة، وزارة موارد مائية، مركز انعاش الأهوار، جهات رسمية تتحدث بالإعلام عن أهمية الأهوار وفائدة الأهوار وعن التغيرات المناخية اللي طالت الأهوار، لكن احنا نكرر نرجع ونقول الأهوار ما تأثرت بالمتغيرات المناخية، بل تأثرت بنسبة 100% بالمتغيرات السياسية من أجل لعنة النفط. رغم الأراضي العراقية غنية بالنفط، لكن بدل أن يبتعدون عن الأهوار طال الاستكشاف النفطي والحفر النفطي الأهوار العراقية وبالخصوص هور الحويزة. Voilà, pour ce premier témoignage de Mourtada. Mourtada qui, la semaine dernière, s'est fait arrêter par la police fédérale. Il avait participé la veille à une manifestation pour demander l'accès à l'eau pour les marais de Hawizé, et il s'est fait arrêter le lendemain par la police fédérale avec également 7 autres personnes. Donc il y a eu toute une mobilisation et une pression de la part de plusieurs organisations irakiennes, également de la part des habitants du gouvernorat, qui a permis sa libération assez rapidement. Mais c'est un rappel des conditions dans lesquelles les activistes, même si eux ne se considèrent pas tellement non plus comme activistes, Mourtada, il aime bien rappeler que lui, initialement, c'est un pêcheur qui a de plus en plus de mal à vivre de ce métier à cause justement de l'assèchement des marais et de la présence des champs pétroliers. Mais voilà, donc ça rappelle, Arnaud, tu parlais d'omerta, du pétrole en Irak, et donc des dangers qu'encourent les personnes qui essayent de briser cette omerta. Et voilà, donc c'est des rappels constants du courage et aussi de la responsabilité de différents acteurs, que ce soit des multinationales qui doivent prendre en compte cet état pour les défenseurs des droits, la restriction de l'espace civique, également pour les gouvernements, là en premier chef le gouvernement irakien, mais aussi, il en parlait dans la vidéo, des gouvernements européens qui subventionnent quand même beaucoup de projets dans la région, et peut-être qu'on pourra en parler par la suite. Mais maintenant, on va passer à toi, Yann, puisque ça a également été évoqué, mais une des grandes problématiques du champ de Al-Faya, mais plus généralement de l'Irak, et on va le voir de beaucoup de pays dans le monde, c'est la question du torchage de gaz. Et il y a eu une enquête qui a été réalisée et qui a été publiée en fin 2024. Tu pourras peut-être repréciser les dates. Et Arnaud le disait, nous, c'est notamment grâce à cette enquête de Mediapart qu'on a renforcé notre implication et notre suivi de cette partie de l'Irak. Donc voilà, je te laisse la parole pour nous parler de cette enquête qui s'appelle Burning Skies.
Bonsoir à tous et tous. En fait, c'est vraiment très intéressant parce que quand Clara m'a contacté, en fait, cette problématique des marais irakiens et de ce champ dont Total Energy est actionnaire, le champ d'Al-Faya, il est exactement à l'intersection de deux énormes enquêtes internationales dont j'ai contribué à la coordination à Mediapart. La première qui s'appelle Burning Skies et la deuxième qui s'appelle Fueling Ecocide. La première, Burning Sky, c'est sur le phénomène du torchage. Donc, vous savez, ces gaz qui sortent de terre en même temps que le pétrole et qu'on brûle. Et la seconde enquête, dont on parlera un petit peu après, c'est sur le fait que énormément de multinationales de pétrole, forent du pétrole dans des zones naturelles protégées où il devrait, par définition, y avoir aucun forage. Et en fait, le champ de Al-Faya, il concentre ces deux problématiques au même endroit, donc pour créer un peu tous les ingrédients d'une catastrophe absolue. Donc si on revient sur la première problématique qui est le torchage c'est quelque chose dont les médias parlent extrêmement peu, et pourtant c'est un problème gigantesque, parce que déjà c'est un gigantesque gaspillage, c'est-à-dire qu'on brûle du gaz en fait juste pour rien, juste pour le brûler, juste parce que c'est pratique, parce que si on le brûlait pas et qu'on le laissait dedans, ça ferait tout simplement exploser les installations, donc à un moment il faut relâcher la pression et donc on brûle ce gaz. Le torchage, c'est 389 millions de tonnes de CO2 par an. Donc c'est absolument gigantesque, c'est 1% des émissions mondiales. Vous imaginez, 1% des émissions mondiales, juste pour cramer du gaz pour rien. Ça ne cesse d'augmenter, à rebours de toutes les promesses qu'on fait. Et donc ce qu'on a fait, c'est quelque chose qui est complètement inédit, c'est qu'aujourd'hui, il est possible de repérer ce torchage par satellite. Et il y a une ONG qui s'appelle SkyTruth, qui en fait recense tous les points de torchage sur la planète. Et ce qu'on a fait en collaboration avec 14 médias internationaux et avec un collectif de journalistes qui s'appelle EIF, c'est que pendant 1 an, on a analysé tous ces signaux de torchage satellites et on les a croisés avec les cartes des champs de pétrole. Parce qu'en fait, le scandale du torchage, c'est quoi? C'est qu'avant notre enquête, c'était une véritable boîte noire. C'est-à-dire qu'il y a la plupart des compagnies pétrolières qui en fait ne publient rien, ne disent pas quelles sont leurs émissions liées au torchage. Et les plus grosses, celles qui sont cotées en bourse, comme Total Energy, publient un chiffre d'émissions au niveau mondial, mais c'est tout. Et nous, en fait, pour la toute première fois, on a pu mesurer les émissions de torchage puits par puits de 665 puits dans 18 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Et donc, grâce à ça, pour la première fois, on a pu faire ce qu'on appelle du name and shame, c'est-à-dire nommer et faire honte, en bon français. C'est-à-dire de dire à Total Energy, vous êtes responsable de tant d'émissions à cet endroit. Et de dire à BP, à Exxon, à Eni et à toutes ces multinationales, voilà votre vraie responsabilité en matière de torchage. Parce qu'on ne parle pas seulement d'émissions, on parle aussi de cancer. Pour revenir sur le cas de Al-Faya, en fait, quand on a fait cette enquête, justement, on a pu révéler pour la toute première fois que ce champ-là qui est en Irak, dans ces marais, c'est l'un des plus gros champs de Total en matière de torchage. Et ce champ, il a émis depuis 14 ans, en moyenne, plus de 2 millions de tonnes de CO2 par an. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 1 million de voitures, des émissions de 1 million de voitures qui roulent en France pendant 1 an. Sauf que, vous voyez, une ville avec 1 million de voitures qui roulent, c'est grand. C'est une grande ville. La pollution, elle est un peu étalée. Là, imaginez-vous, sur un seul point, avec une poignée de villages autour, des gens qui sont exposés au même niveau de pollution que 1 million de voitures françaises qui roulent pendant 1 an. Donc vous imaginez la catastrophe pour les habitants qui vivent près de ces torchères. Alors c'est le cas à Al-Faya, mais c'est aussi le cas dans bien d'autres pays dans le monde, comme le Nigeria, comme en Amérique du Sud, voilà, où il y a les riverains qui sont littéralement empoisonnés en fait par ces gaz toxiques, à tel point que nos journalistes, quand ils se sont rendus sur place, parce que nos partenaires se sont rendus dans plusieurs endroits justement où des habitants vivent près des torchères, c'était littéralement insupportable. C'est-à-dire que même sans y vivre, quand vous rentrez dans ces villages, vous avez immédiatement la gorge qui brûle, qui pique
pic. On a même des journalistes qui ont eu des malaises après avoir passé seulement quelques heures ou quelques jours sur place. Donc imaginez le sort de la population qui vit là-bas. Et à Al-Faya, justement, l'un de nos partenaires, un média local irakien qui a pu interviewer des habitants qui vivent sur place, l'un d'entre eux nous a dit à Al-Faya, avoir le cancer, c'est comme avoir un rhume. C'est devenu aussi banal que d'avoir un rhume. Et donc, pour la première fois, on a pu donc mesurer l'impact en matière de torchage des multinationales. Alors je vous livre le top, hein, donc pour l'Afrique et le Moyen-Orient. On a le britannique BP en deuxième, Eni en troisième, ExxonMobil, la géante américaine, en quatrième, et notre champion national, Total Energy, qui est la cinquième compagnie au monde qui émet le plus en fait en matière de torchage. Et ce qu'on a révélé aussi, qui était très important, c'est qu'en fait, une grande partie de ces compagnies pétrolières mentent sur leurs émissions. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, il n'y avait aucun moyen de le vérifier avant qu'on ne fasse ce travail. Et on a trouvé, par exemple, que pour BP, ce qu'on a calculé comme émission juste pour l'Afrique et le Moyen-Orient, donc ce qui est seulement une partie de leur production, c'est 2 fois plus que ce qu'ils déclarent au niveau mondial. Donc vous imaginez l'ampleur du mensonge. Et pour Total Energy, ce qu'on a mesuré pour l'Afrique et le Moyen-Orient, donc là encore seulement une partie de leur production, c'est ce que Total Energy déclare au niveau mondial. Donc ce qui montre qu'il y a une sous-estimation par les compagnies pétrolières de l'impact du torchage, mais encore une fois, jusqu'à présent, il n'y avait personne pour le vérifier. Et on a pu le faire grâce aux satellites. Et en face, parce qu'il faut bien donner le contradictoire, on a eu des réponses extrêmement faibles des compagnies pétrolières, et notamment Total nous a répondu « Ah mais vous savez, les seules mesures qui comptent, c'est les mesures qui sortent du robinet. Hein, » Donc, et vu que ça tombe bien, parce que vu que les champs de pétrole sont à nous, il n'y a que nous qui pouvons mesurer le gaz qui sort des torchères. Alors, manque de chance, les données satellites sont des données extrêmement fiables, hein, qui sont utilisées par des scientifiques du monde entier, y compris pour des rapports officiels, comme celui qui est fait tous les ans et qui fait référence par la Banque mondiale. Et donc, ça a été un coup de projecteur qu'on a essayé de donner à cette pratique complètement climaticide. Et peut-être pour conclure sur ce point du torchage, c'est que l'autre absurdité, c'est qu'il y a tout un tas de technologies qui existent et qui permettent de réduire le torchage. Soit en réinjectant le gaz en sous-sol, au lieu de le brûler, soit en le brûlant, mais pour produire de l'électricité. Donc quand vous le brûlez pour produire de l'électricité, vous émettez du CO2, mais vous évitez que la centrale d'électrique à côté ne brûle des énergies fossiles en plus. C'est quand même une économie de brûlage. Et imaginez-vous qu'à Al-Faya, alors que c'est l'un des champs les plus polluants de Total dans le monde au niveau du torchage, ils ont fini par construire une usine donc, qui convertit une partie de ce gaz en électricité. Elle a été opérationnelle en 2024. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 14 ans, et 14 ans de souffrance et de problèmes sanitaires extrêmement graves pour la population locale pour que Total se décide à réduire le niveau de torchage en Irak. Et dernière chose quand même, ce qui ajoute un peu le scandale au scandale, c'est que grâce à la seconde enquête que j'ai faite grâce à Clara, à laquelle j'ai contribué grâce à Clara, c'est que j'ai découvert les revenus que rapporte ce champ de Al-Faya, là, qui est au milieu de ces marais autrefois paradisiaques, et c'est plus de 340 millions d'euros par an qui rentrent dans les caisses de Total juste grâce à ce champ de pétrole. Et donc, quand on voit ce niveau d'argent que rapporte ce champ de pétrole à Total, on se dit qu'ils auraient pu investir pour réduire le torchage sur place un peu plus tôt et qu'ils auraient pu attendre un peu moins de 14 ans. Merci beaucoup Yann, et vraiment merci à cette enquête, tu l'as dit, qui a été faite en partenariat avec plusieurs médias, qui a vraiment ce mérite de mettre en avant ce sujet qui est très méconnu et qui a des impacts très très concrets sur la santé des habitants et notamment des plus jeunes, des enfants. C'est un véritable scandale sanitaire qu'on n'accepterait pas une seule seconde, je pense, dans nos pays européens, en tout cas pas à ce stade. Et tu parlais aussi de la contribution de ces émissions de gaz à effet de serre au réchauffement climatique. Et justement, ça fait le lien avec toi, Justine, les émissions de gaz à effet de serre qui se sont retrouvées au cœur d'un contentieux qui a connu en plus des audiences
très très récemment. Donc je te laisse la parole pour nous parler de ce contentieux inédit. Merci. Je vais essayer d'être tout aussi passionnante que les deux autres intervenants et de ne pas être trop geeky juridique. Donc effectivement, il y a moins d'un mois, on a eu 2 jours d'audience dans un procès qu'on a lancé contre Total Energy avec d'autres associations et au départ des collectivités et des villes françaises qui étaient impactées par le changement climatique et qui voulaient lancer ce procès-là avec nous. C'est un procès qu'on a lancé il y a très longtemps chez Notre Affaire à tous, puisque ça faisait quasiment 6 ans que ce procès durait. Pourquoi est-ce qu'il a duré aussi longtemps? C'est parce que pendant très longtemps, Total a vraiment tout fait pour que ce procès n'ait pas lieu, qu'il soit rejeté et jamais examiné par le tribunal. Donc il y a eu vraiment des années de bataille judiciaire pour obtenir enfin cette audience. Pourquoi on a lancé ce procès? Je pense que si les gens sont là, la plupart savent les éléments que je vais vous partager, mais c'est toujours important de les rappeler. Total Energy, c'est une compagnie pétrogazière qui connaissait, comme les autres compagnies pétrogazières, le changement climatique bien avant beaucoup de gens, dans les années 70. Et quand ces compagnies pétrolières, elles ont eu les premières alertes sur le changement climatique en cours et l'impact de leurs activités sur ce changement climatique, ce qu'elles ont décidé pendant des décennies, c'est de nier le changement climatique pendant un premier temps, puis quand c'était pas possible, d'empêcher toute réglementation ambitieuse de voir le jour. Et il y en avait certaines qui étaient en discussion dès la fin des années 80, début des années 90. Donc on a vraiment perdu énormément de temps à laisser aussi ces entreprises finalement freiner la transition climatique. Sauf que depuis quelques décennies, il existe partout dans le monde et en France en particulier des lois qui permettent finalement de remédier à cette situation et de ne pas être complètement impuissants face à leur stratégie. Et notamment, en France, on a été un des premiers pays au monde qui a eu une loi sur le devoir de vigilance. Maintenant, c'est une loi qui existe sous d'autres formes dans d'autres pays et au niveau européen. C'est une loi qui déjà fait le lien entre les sociétés mères et les filiales. Parce que souvent, quand il y avait des scandales environnementaux, des violations des droits humains, ce que disaient les sociétés mères des entreprises, c'est pas ma faute, c'est celle de ma filiale à l'autre bout du monde et je n'ai pas de contrôle sur les actions de ces filiales. La loi sur le devoir de vigilance, elle venait vraiment créer un lien de responsabilité directe. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et elle venait demander aux grandes entreprises françaises d'identifier et de remédier, d'identifier déjà dans un premier temps les risques que font porter leurs activités sur les droits humains et sur l'environnement, et de mettre en place des mesures, et c'est là où c'est peut-être le plus important, ambitieux, de mettre en place des mesures pour prévenir ces atteintes et leur aggravation. Donc ça, c'est la loi qui nous a permis, une des lois qui nous a permis d'attaquer Total Energy en justice. Je ne le rappelle pas, Total Energy, ce n'est pas un acteur pétrolier comme un autre. Ils ont une stratégie qui n'est pas du tout alignée avec l'accord de Paris, qui vise à notamment développer énormément de projets d'énergie fossile partout dans le monde. Donc, ils ne sont pas du tout sur une stratégie de réduction de leur production de pétrole et de gaz et de leurs émissions, mais vraiment une stratégie d'expansion. Et là-dessus, c'est vraiment l'entreprise qui est liée au plus grand nombre de projets pétroliers et gaziers dans le monde. Donc, ce n'est pas les Américains font pire ou les Chinois font pire. Total est vraiment à la tête de l'expansion fossile mondiale. Et donc on a utilisé cette loi pour demander aux juges 2 grandes catégories de demandes. La première, c'est que les juges obligent Total à aligner sa stratégie avec la neutralité carbone en 2050 et la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. En prenant en compte la science, c'est-à-dire en prenant en compte le fait qu'on ne va pas repousser la réduction des émissions à 2049, mais que ça nécessite vraiment une réduction très rapide
et dès aujourd'hui de ces émissions. Et donc notamment, une deuxième demande, c'est que tous les nouveaux projets d'exploration et de développement d'énergie fossile de Total, ceux qui sont au premier stade où il n'y a pas encore eu des contrats d'investissement qui ont été signés, que tous ces projets-là, partout dans le monde, soient considérés par les juges comme illégaux et que Total doive arrêter d'explorer et de les développer. Ça paraît hyper ambitieux, et c'est le cas. Pas parce que c'est complètement hors sol avec la situation énergétique mondiale ou avec la faisabilité de ce type de demande. C'est ambitieux parce que pour que les juges, le 25 juin, nous donnent raison, il y a tout un tas de maillons de la chaîne des arguments juridiques que les juges doivent valider. Et c'est aussi pour ça que ce dossier, il a pris autant de temps, il était aussi complexe, et c'est des milliers de pages d'argumentation. Je vous passe très rapidement un peu les arguments de Total parce que je pense qu'ils sont intéressants, pas que d'un point de vue juridique. Un des premiers arguments de Total, c'est de dire que son devoir de vigilance n'inclut pas la crise climatique. Puisque dans la loi sur le devoir de vigilance, on parle d'impact sur les droits humains et sur l'environnement, mais il n'y a pas le mot crise climatique qui a été inscrit à l'époque dans la loi. Et donc Total, il dit... les droits humains et la protection de l'environnement, ça n'a juste rien à voir avec la crise climatique, donc le devoir de vigilance ne peut pas être climatique. Premier élément d'argumentation qu'on fait face au juge est clairement de mauvaise foi quand on sait, rien quand on parle de ce projet-là, le niveau d'impact sur l'environnement et sur les droits humains des populations. Un des deuxièmes arguments, qui est aussi un défi juridique, c'est est-ce que les émissions dites de Scope 3 sont la responsabilité de Total ? Les émissions de Scope 3, c'est les émissions qui sont liées à l'utilisation des produits. Donc en fait, quand quelqu'un met de l'essence dans sa voiture, les émissions qui vont être liées à la combustion de cette essence pour faire fonctionner la voiture. Et qu'est-ce qui se cache derrière cet argument de Total ? C'est de dire, en fait, la plupart des émissions qui sont générées par mes activités, ce n'est pas ma responsabilité à moi, c'est celle des citoyens. Donc allez chercher la responsabilité des citoyens. Et c'est la responsabilité des États qui ne mettent pas en place de politiques publiques ambitieuses. Ce qui est un argument qui est déjà assez choquant en termes de déni de responsabilité, surtout quand on sait à quel point Total utilise des leviers de lobbying pour empêcher toute réglementation d'advenir et toute politique publique vraiment ambitieuse sur ces sujets-là de se développer, et pas qu'en France. Voilà, peut-être, je pense que j'étais un peu long, mais un dernier élément, c'est... ces 2 jours d'audience, c'était vraiment historique, même dans l'intérêt que les juges ont donné à la tenue de cette audience. On a eu 2 jours d'audience dans une procédure civile, c'est vraiment extrêmement rare. On a eu des auditions d'experts, les juges ont voulu entendre des scientifiques, des économistes pour répondre à leurs questions. Ça aussi, dans des procédures civiles qui sont des procédures écrites, c'est assez innovant. Et le dernier élément qui montre l'importance que les juges donnent à cette affaire et à ce type d'affaires en général, c'est le président, la personne qui a présidé cette audience. Ce n'était pas la présidente de la Chambre, celle qui a suivi le dossier depuis le début, c'était le président du tribunal judiciaire. Et donc on espère que c'est aussi le signe à la fois que le tribunal judiciaire protège ses juges aujourd'hui quand ils sont attaqués face à des décisions ambitieuses, et on espère que c'est le signe aussi d'une décision ambitieuse qui arrivera. Merci beaucoup, et rappelle-nous la date de décision qui, on l'espère, sera également historique. Le 25 juin. Et on sera attentif à cette décision. Merci beaucoup. Et on va pouvoir parler justement d'une deuxième enquête que tu as mentionnée, Yann, qui s'appelle Fueling Ecocide, qui a également un volet irakien dans cette étude. Et c'était assez... Nos chemins se sont recroisés quand nous, avec Arnaud, on était à Bagdad pour préparer ce rapport du CCFD Terre Solidaire avec le chercheur irakien Safar Khalaf. Tu étais au même moment en train de préparer cette enquête internationale dont tu vas nous parler maintenant. Oui, il y a des très belles coïncidences dans la vie. Donc, la première fois que Clara m'a appelé, c'est parce qu'ils étaient intéressés par les résultats justement de la première enquête sur le torchage qu'on avait publié sur le champ de Al-Faya. Et quand Clara me recontacte une deuxième fois, donc plusieurs mois plus tard, pour me dire qu'il retravaille, mais cette fois sur l'impact environnemental du champ de Al-Faya, en fait, elle l'ignorait, mais j'étais de nouveau en train de travailler dessus.
Donc dans le cadre de cette seconde enquête, Fueling Ecocide, qui est en fait presque encore plus folle que la première, parce que si vous vous souvenez, si vous avez suivi, la première, donc, c'était de mesurer le torchage, vraiment puits par puits, dans 18 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Là, on a fait un truc encore plus fou, c'est qu'on s'est procuré en fait les cartes des concessions pétrolières quasiment dans le monde entier, excusez-moi, dans 120 pays du monde. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un énorme boulot de cartographie numérique pour en fait mesurer les intersections entre tous ces champs de pétrole dans 120 pays du monde avec les zones naturelles protégées. Donc on parle de quoi? On parle des zones les plus précieuses en matière de biodiversité de la planète, on parle des zones humides protégées par la Convention de Ramsar, des zones protégées par l'Union internationale de la conservation de la nature, où il y a toutes les espèces en voie de disparition. On parle des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, des sites Natura 2000 de l'Union européenne, c'est-à-dire le tout petit pourcentage d'air naturel de la planète qui abrite en fait ce qui reste de plus précieux en matière de vivant, en matière d'espèces végétales et animales, et qui doit absolument rester protégé si on veut avoir une chance de sauver la planète. C'est un petit peu voilà, le pendant de la crise climatique, parce que en fait, là aussi, c'est quelque chose qui est très peu médiatisé, mais en plus de la crise climatique que tout le monde connaît, il y a en fait ce que les scientifiques appellent une extinction de masse de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on a déjà plus de 10% des espèces vivantes de la planète qui ont été détruites. Et cette destruction du vivant, en fait, ne fait que s'accélérer. Et donc l'homme est en train de détruire la vie, les espèces vivantes à une échelle industrielle. Et donc, nous, ce qu'on a pu révéler grâce à ce travail inédit, donc là aussi mené avec de nombreux médias internationaux et avec le même collectif de journalistes Environmental Investigative Forum avec lequel on a fait Burning Skies, c'est qu'il y a 7000 aires protégées dans le monde où il y a des concessions de pétrole et de gaz. Donc c'est un peu la même chose que le torchage, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un truc ici et là, c'est qu'on est sur un problème systémique. Tout comme les compagnies pétrolières torchent le gaz et empoisonnent les gens d'un point de vue systémique, là on a de façon systémique des forages de gaz et de pétrole dans des zones naturelles protégées où il ne devrait pas y en avoir. On a calculé que ça couvre 700 000 km², donc c'est plus que la surface de la France, et que si on prend les licences de production pure, parce qu'il y a aussi des licences d'exploration, où la production industrielle n'a pas encore commencé, on est à 74 000 km², ce qui est la surface de l'Irlande. Et là aussi, grâce à ce travail, on a pu faire le même travail de name and shame, et on a vu que Total était le 7e mondial, donc le 7e pétrolier au monde qui a le plus de champs de pétrole et de gaz dans des aires naturelles protégées. Alors il y a plusieurs exemples extrêmement emblématiques. Il y a donc celui de Alphaya où la situation sur place est catastrophique, mais ça on y reviendra. C'est le rapport du CCFD qui l'a démontré et qui l'a révélé. On en a d'autres comme un qui est très célèbre, qui est le projet de Tilenga, qui est un parc naturel absolument exceptionnel en Ouganda, où Total est en train de forer au cœur même du parc naturel. On en a un autre qui est le projet Papua LNG, donc qui est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, cette fois en Asie, où pour un projet de gaz naturel liquéfié, Total s'apprête à raser plus de 600 hectares de forêt vierge à proximité immédiate d'un parc naturel protégé. Là aussi, on a montré, tout comme Burning Skies, en fait, une sous-estimation, parce qu'en fait, les grandes compagnies pétrolières déclarent volontairement les zones naturelles protégées où elles opèrent. Et là encore, pour Total, on voit que le nombre d'aires naturelles protégées qu'ils déclarent et celles qu'on a repérées ne sont pas les mêmes. Et nous, on en a trouvé plus que celles de Total. Et là encore, ils contestent notre méthodologie, mais c'est assez intéressant. Parce que la méthodologie de Total, je vous l'explique, c'est de dire, par exemple, quand on a une concession pétrolière qui empiète sur une zone protégée, mais que le puits lui-même n'est pas dans la zone protégée, on ne le compte pas. Voilà. Donc par exemple, à Alphaya, il y a un empiètement de 30 km², mais ce qu'ils disent, c'est « Ah, mais le puits, il n'est pas dans les marais, il est juste à côté. » Et de fait, il est juste à côté. Mais ce qu'a montré notre enquête et l'enquête exceptionnelle qu'a faite CCFD, c'est qu'en fait, l'impact de ce puits, il a beau ne pas être
exactement dans les marais, il est à 2,5 km, hein, donc il n'est pas très loin, c'est que l'impact sur ces marais, il est gigantesque. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'assèchement des marais, il y a de la pollution des eaux, il y a des scientifiques irakiens qui ont pu mesurer en fait les concentrations de polluants dans les rejets du champ, parce que vu qu'ils utilisent beaucoup d'eau, ensuite cette eau, ils la rejettent dans l'environnement, ils ont trouvé des concentrations de cuivre, de cadmium, de métaux toxiques extrêmement élevées. Et donc, sous prétexte que, voilà, et ça, cette pollution-là, elle existe. Oui, il y a la pollution de l'air liée au torchage, il y a la pollution de l'eau parce que les eaux qui rejettent sont polluées, il y a l'assèchement des marais donc, qui détruit de fait l'environnement juste à côté, mais Total dit ah ben non, le puits finalement n'est pas à l'intérieur du marais, donc ça veut dire que l'impact n'existe pas. Et ils font la même chose en fait dans tout un tas d'endroits où voilà, par exemple sur le champ de Tilanga, il y avait un énorme écart en fait entre l'empiètement qu'on a mesuré et celui qu'ils déclarent. Et en fait, eux, c'est simple, ils prennent la surface de la plateforme. Vous voyez, le Diric, un peu de terrain autour, des barbelés, et eux, ils disent notre impact, c'est ça. Donc tout l'impact autour sur la faune, la flore, les routes, les pipelines, voilà. Tout ça, pour eux, ça n'existe pas. Ils ne prennent que l'impact de la plateforme. Et donc, c'est ce qu'on a pu révéler une fois encore avec cette seconde enquête. Voilà. Alors, on parle de Total, mais on a trouvé d'autres cas qui sont extrêmement choquants. Par exemple, sur une zone marine protégée aux Émirats arabes unis, qui abrite en fait l'une des plus grandes colonies mondiales de dugong. Le dugong, c'est un charmant animal, un mammifère marin en danger critique d'extinction. Et vous avez les 2/3 de cette réserve qui sont en train d'être ravagés par la compagnie nationale Emirati et par Eni, une société, donc la société pétrolière italienne, où ils construisent des ports, des îles artificielles, enfin bref, en plein milieu de cette zone qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour vous citer un dernier exemple, notre partenaire brésilien, donc un média brésilien qui s'appelle Info Amazonia, qui a contribué à cette enquête avec nous, a découvert un permis pétrolier au Brésil dans une réserve indigène, sans même que le peuple indigène n'ait été informé. C'est-à-dire que, alors, là encore, c'est une réserve d'exploration, donc les premiers forages n'ont pas encore commencé. Mais en fait, ce peuple indigène a appris, grâce à nous, enfin, grâce à notre partenaire local Info Amazonia, qu'une partie de leur territoire, qui est pourtant ultra protégé, hein, les réserves indigènes, normalement, c'est un statut juridique spécial, vous n'avez pas le droit d'y avoir d'activité industrielle. Normalement, toute production pétrolière est absolument bannie, hein, y compris selon la loi brésilienne. Et ils ont découvert que le gouvernement brésilien avait accordé ces permis pétroliers en plein milieu d'une réserve indigène. Et en fait, ce qu'il y a eu, c'est un tour de passe-passe juridique où le gouvernement, où la compagnie pétrolière a dit « Ah ben non, on a eu le permis juste avant que la zone ne soit classée réserve indigène, donc tout va bien, tout est légal. » Et peut-être pour donner un dernier mot, pour connecter le torchage, Burning Skies, Fueling Ecocide, donc ces exploitations massives de pétrole dans les zones naturelles protégées, et le champ de Halfaya, c'est qu'il y a un point commun entre tout ça, qui est la complicité des États. C'est-à-dire que là, on pointe les responsabilités des compagnies pétrolières, dont celle de Total Energy, et j'allais dire, on a raison, parce qu'ils ont une responsabilité énorme. Mais une seconde responsabilité qui est énorme, c'est la responsabilité de ces États. Pourquoi? Parce que le torchage, et notamment à Halfaya, en théorie, il est illégal. Il n'est autorisé par la loi irakienne que dans des cas exceptionnels. Et pourtant, ce torchage arrive à des niveaux gigantesques. Et ça, on l'a documenté dans plein d'autres pays, où il y a plein de pays qui font des lois très restrictives sur le torchage, mais qui ne sont pas respectées. Et c'est exactement la même chose pour les zones naturelles protégées. En théorie, les États ne sont pas censés accorder de permis dans ces zones-là, et pourtant, ils le font massivement, hein, 7000 permis dans des zones protégées au niveau mondial. Et ça, c'est extrêmement grave, parce qu'on voit en fait que malheureusement, entre d'un côté ces gigantesques revenus pétroliers, on parle de milliards et de milliards d'euros, et la protection de la nature, des populations locales. Voilà, finalement, quand les États ont des décisions politiques à prendre, et en particulier en Irak, qui, comme tu l'as dit, c'est 90% des exportations et du budget de l'État. Enfin non, pardon, je crois que c'est 60% des exportations et 90% du budget de l'État. Bon, les populations locales ne pèsent pas lourd. Et l'environnement non plus. Merci beaucoup et je vous encourage vraiment à lire cette enquête
enfin les deux enquêtes, Burning Skies et Fueling Ecocide, qui vous retrouvez sur le site Mediapart, parce que c'est absolument hallucinant. Ça concerne tellement de pays et de compagnies pétrolières, donc c'est fascinant et ça fait extrêmement peur au même moment. Et justement, on va rester sur l'Irak et on repassera après sur un autre contentieux, parce que je me dis que cette transition est toute trouvée avec ce que tu viens de dire sur que finalement, il y a des choix qui ne pèsent pas lourd et les responsabilités sont partagées. On va parler de cette nouvelle menace pour les marais de Hawizeh. Donc Arnaud, si tu peux nous parler de... Super, il y a la carte. Si tu peux nous parler de ce projet pétrolier Hawizeh 1, qui n'est pas fait par Total Energy, mais par une compagnie chinoise, Geojade. Oui, merci. Alors effectivement, tout à l'heure, on a parlé du champ de Al-Faya qui est donc au nord et qui est historiquement celui qui est... qui est le plus ancien entre des champs qu'on a étudiés. On n'a pas étudié le champ de Majnoun qui est au sud, qui empiète aussi sur le marais. Mais donc, la raison vraiment pour laquelle il y a un assèchement aujourd'hui, et c'est ce que montre notre enquête, et c'est ce vers quoi tendaient aussi les analyses de nos partenaires, c'est ce nouveau champ Hawizeh 1 dont vous voyez qu'il empiète totalement sur la réserve UNESCO, donc 300 mètres carrés d'empiètement. Ce champ, il a été, le deal a été signé en 2018 et c'est à partir de 2021 qu'on a vraiment un assèchement du marais, et à partir de 2023 que les opérations commencent, donc que les habitants commencent à voir des camions, des engins de chantier qui commencent à rentrer dans le marais pour aller vraiment lancer les explorations. Et a priori, l'exploitation en tant que telle, le forage, devrait commencer mi-2026. Il est probable que ça soit retardé par la situation actuelle, mais en tout cas, c'est vraiment imminent. Ce champ, il est géré par Geojade, qui est une entreprise chinoise, avec toujours un partenaire irakien. Donc ce qu'a montré l'enquête du chercheur Safar Khalaf, sur laquelle on a basé notre rapport, c'est que c'est vraiment en vue d'exploiter ce champ S-Pétrole que l'eau a été coupée en amont du marais, et ce qui a permis vraiment l'assèchement et l'entrée des engins de chantier. En parallèle, en Iran, il y a eu la même chose qui a été faite pour le champ de Sorab, qu'on ne voit pas ici, mais qui jouxte le marais du côté iranien. Nous, ce qu'on a pu voir sur le terrain, c'est effectivement les engins, c'est effectivement des populations qui peuvent plus se rendre sur leur lieu de travail, puisque du coup les Ahwari, historiquement, étaient semi-nomades, se rendaient pendant toute la saison des pluies, la saison où il y avait le plus de pluie, c'était quand même assez peu, mais se rendaient sur place pour faire paître leur troupeau pendant un certain temps, puis après revenaient pour faire pousser du riz. Plus récemment, ils ont été sédentarisés, mais ils passaient quand même pas mal de temps, plusieurs jours, parfois des semaines, dans le marais. Donc vraiment très proche de la frontière iranienne, là où il y a vraiment les plus grandes étendues d'eau. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'il y a des checkpoints dès qu'on sort des villages qui empêchent les gens de se rendre dans ces zones-là, et qui donc ont été mis sur place sous le prétexte de la gestion du trafic de drogue l'empêchement du trafic de drogue entre l'Iran et l'Irak, mais qui correspond tout à fait en termes de date au début de cette exploitation. En 2024, à l'été 2024, le World Heritage Forum, basé à Paris, a publié un communiqué sur le fait que l'exploitation pétrolière au cœur d'une zone classée patrimoine mondial de l'UNESCO, ces deux activités sont complètement incompatibles.
Il n'y a pas eu de réponse de l'Irak. À ce stade, c'est, à notre connaissance, la seule action concrète qui a été engagée par l'UNESCO pour empêcher l'exploitation de ce champ. Quand on les a rencontrés, nous, à Bagdad, ils avaient l'air de découvrir un petit peu le problème. Donc il y a un énorme sujet sur effectivement la pression qui peut être mise par cette organisation qui forcément n'a pas de pouvoir vis-à-vis de l'État irakien, mais qui a quand même la possibilité d'une pression qui est celle de l'inscription de ce site à la liste du patrimoine en péril. Donc c'est le cas de pas mal de sites qui sont en zone de guerre ou qui sont menacés par des infrastructures similaires. Inscrire ce site sur cette liste permettrait de mettre une certaine pression sur l'État irakien qui a quand même tiré un certain avantage en termes d'image à l'enregistrement de ce patrimoine en 2016. Pour nous, c'est le plaidoyer qu'on mène actuellement autour de ce cas. On le mène principalement vis-à-vis de Total. C'est très difficile d'avoir accès à GeoJad, mais en tout cas, on essaye aussi de mettre la pression sur l'UNESCO pour qu'ils aient accès à l'État irakien et qu'ils mettent la pression sur Total, sur GeoJad. Une autre accusation assez lourde qu'a souligné le rapport du chercheur irakien et qu'on a repris dans notre rapport, c'est le fait qu'une partie du pétrole qui est extrait à Hawizeh 1 soit stocké et traité dans les infrastructures qui sont déjà présentes à la fois à Al-Faya et à Majnoun, qui est le champ du sud. Ça a été contredit par Total Energy quand on les a rencontrés. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on garde un œil assez précis. Et voilà. Oui, tu fais bien de mentionner que pour le contradictoire, vous pouvez retrouver les réponses de Total Energy à notre rapport à la fin du rapport. Dans tes enquêtes, Yann, également, il y a les réponses de Total Energy et donc vous pouvez les consulter et vous faire votre propre avis. Peut-être aussi, moi, ce qui me sidère aussi dans cette situation, c'est le silence des organisations internationales, le silence de la diplomatie européenne, alors que pourtant, il y a beaucoup de financements qui vont vers les marais. Et tu l'as expliqué au tout début, mais les marais mésopotamiens, en fait, c'est plusieurs marais. Il n'y a pas que le marais de Hawizeh, il y a un autre marais, celui de Shibaïch. Et peut-être montrer que c'est la vitrine un peu touristique, si le mot s'applique pour l'Irak, de l'Irak, et que c'est aussi ça qu'on voulait documenter, médiatiser cette situation pour donner une autre vision des choses, quoi. Oui, effectivement, les marais, donc, ils sont séparés entre 3 grandes zones. Et ce marais de Hawizeh, il est très peu mis en avant dans la communication de l'Irak et dans les différents projets qui sont mis en place. Celui qui est vraiment le marais vitrine, c'est Shibaïch, où il y a régulièrement des visites d'ambassadeurs, des journalistes qui peuvent se rendre assez facilement, pas mal de tourisme irakien et de plus en plus de tourisme international. Donc Shibaïch, c'est à une centaine de kilomètres du marais de Hawizeh. Effectivement, à Shibaïch, la situation est aussi assez compliquée pour les raisons que j'ai mentionnées de sécheresse générale dans le pays, parce que aussi la gestion de l'eau est très compliquée en Irak. L'Irak est un pays qui est en aval de l'Euphrate et du Tigre, les 2 grands fleuves qui l'irriguent, et les pays voisins ont construit des barrages assez importants, et donc l'Irak n'a pas accès à l'eau suffisante auquel il aurait le droit. Les provinces qui sont au nord de ces zones-là sont aussi, prennent une part qui est aussi assez importante. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu aussi confirmer avec les ambassades qu'on a pu rencontrer, c'est que les projets de l'Union européenne, de la France, etc., se concentrent vraiment sur ce marais de Shibaïch, avec une volonté qui nous disent derrière les murs de stabilisation du sud de l'Irak, et aussi de mettre un frein aux migrations, notamment climatiques, qui ont lieu dans cette partie de l'Irak. Ce qui nous a apparu comme une contradiction assez importante, puisque effectivement il est important de soutenir les populations des autres marais. Néanmoins, c'est difficile de faire ça en parallèle d'une exploitation qui est menée par
par des entreprises françaises et européennes pour les autres champs. Donc c'était un petit peu ça qu'on leur faisait remonter pour essayer de comprendre quelles étaient leurs responsabilités. Et autre chose qu'on entend beaucoup quand on a pu consulter les ambassades ou différents acteurs en Irak ou même ici à Paris, c'est que en fait, Total Energy a plutôt une bonne image en Irak parce qu'ils ont signé il y a quelques années un très gros contrat qui implique un projet qu'ils appellent multi-énergie, qui s'appelle le projet Ratawi, qui concerne à la fois le renforcement de l'exploitation pétrolière à Ratawi, mais aussi un projet d'usine solaire et un projet d'usine de désalinisation de l'eau. Et donc, ils ont finalement une belle image en Irak un énergéticien qui va développer des énergies dites vertes, alors que dans une autre partie, même pas si loin que ça, à quelques centaines de kilomètres de là, à Al Faya, c'est un des champs les plus polluants. Et justement, ces allégations que Total est un acteur qui est en faveur de la transition, qui est dans la bonne voie, la bonne conduite, fait souvent et souvent l'objet justement d'allégations ou en l'occurrence d'un contentieux dont tu vas nous parler, Justine. Oui. On a tous la sensation, quand on lit les rapports sur la stratégie, notamment d'expansion fossile de Total, et qu'en sortant du train ou sur les réseaux sociaux, on voit que des publicités où c'est que des éoliennes, il n'y a jamais un champ de pétrole, qu'on est effectivement plutôt dans du greenwashing. Récemment aussi, moi, avant l'audience, je suis allée rencontrer des riverains de la raffinerie de Donges, en France. Et il y a plein de jolies zones de compensation environnementale tout autour de la raffinerie, etc. Donc, il y a ce sentiment de greenwashing. Mais là, le procès qu'on a gagné définitivement en octobre 2025, l'idée, c'était de qualifier un peu juridiquement cette sensation. Et notamment en utilisant un droit qui est plutôt un droit en général qu'aiment bien les entreprises, qui est le droit de la consommation. On a plutôt utilisé contre eux. Qui était d'essayer de qualifier toute la stratégie de communication de Total depuis son changement de nom pour Total Energy en tant que pratique commerciale trompeuse. Je vous passe tout l'historique du procès puisqu'on a gagné en octobre 2025 et c'est une décision qui est définitive parce que Total n'a pas fait appel. Ce à quoi a été condamné Total, c'est à arrêter ces allégations qui ont été jugées trompeuses par le tribunal, notamment l'affirmation que Total serait un acteur majeur de la transition énergétique. Et les juges ont aussi pointé du doigt son engagement vers la neutralité carbone, qui a été aussi jugée trompeuse, vu l'incohérence entre le fait de dire qu'on va atteindre la neutralité carbone, respecter l'accord de Paris, et le fait que la science est plutôt claire et qu'il ne faut pas de nouveaux projets de pétroliers et gaziers. Et donc cette incohérence, elle a été pointée par les juges pour condamner Total, mais elle est hyper intéressante. On le voit aussi pour l'autre procès dont je vous parlais tout à l'heure, sur l'importance aussi de ce que dit la science et le fait que ça soit écouté par les juges. Donc il y a plein de choses intéressantes dans cette décision. Il y en a aussi d'autres qui sont un peu décevantes, on ne va pas vous mentir. Notamment, au-delà des allégations générales sur la neutralité carbone de Total Energy, on avait soulevé aussi le fait que Total dit que le gaz est une énergie de transition ou que Total met en avant les vertus environnementales des agrocarburants. Et ça, les juges, ils n'ont pas dit que ces deux affirmations, elles étaient fausses ou vraies d'un point de vue scientifique. Ils se sont arrêtés au maillon de l'argumentaire juridique juste avant. C'est celui de est-ce que les communications de Total qui concernent le gaz et les agrocarburants sont des pratiques commerciales? Est-ce qu'elles étaient à destination des consommateurs? Nous, on argumentait que, en fait, quand on fait la promotion du gaz comme une énergie de transition sur les réseaux sociaux, oui, c'est une pratique commerciale et que finalement, on essaye de vendre aussi le gaz de Total aux citoyens qui sont sur les réseaux sociaux. Les juges ne nous ont pas suivis là-dessus. On aurait adoré en débattre en appel, mais on ne va pas forcer. Et on a accepté, comme Total, cette décision.
Ce que ça change concrètement, cette décision, de manière un peu boring, le Total a dû mettre en ligne, et c'est toujours le cas, sur leur site internet, la décision de justice. Ils doivent ne plus greenwasher leur communication avec le type d'allégations précises qui ont été visées dans le jugement. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce qu'on peut faire de cette décision dans les mois et années à venir. Déjà, c'est une condamnation pour greenwashing qui doit impacter toutes les entreprises qui ont des allégations climatiques, de neutralité carbone, alors qu'en fait, c'est très éloigné de la réalité de leurs activités. Ça prouve qu'elles aussi, elles peuvent être inquiétées par d'autres associations, citoyens qui auraient envie de porter des contentieux. Et donc, c'est regardé aussi par beaucoup d'autres entreprises. Il y a aussi le fait que c'est quand même dans un moment où, au niveau européen, les réglementations, notamment celles contre le greenwashing, on les met en pause, il y a beaucoup de freins, voire on va essayer de les détricoter au niveau européen. Qu'il y ait des condamnations comme ça en France, ça montre que finalement, même s'il y a des tentatives aussi de détricotage à d'autres niveaux, c'est déjà des choses qui sont ancrées dans le droit français, et ça, c'est quand même une bonne chose à souligner dans une période un peu déprimante si on regarde ces sujets-là. Mais de manière beaucoup plus sexy et fun, c'est que si Total a menti aux consommateurs, et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas fait appel, est-ce qu'ils ont menti aussi à leurs partenaires institutionnels et aux autorités de régulation? Et ça, c'est beaucoup plus grave. Notamment, en fait, nous, on a fait plusieurs plaintes, et d'autres organisations comme Sherpa, Greenpeace ont aussi alerté l'autorité des marchés financiers. Et donc, potentiellement, l'autorité des marchés financiers va se saisir de cette décision, on l'espère, s'ils nous écoutent, pour aller regarder, en fait, est-ce que ce qu'ont dit les juges, c'est vrai aussi pour les actionnaires, les autorités de régulation, et ça, ce ne serait pas du tout les mêmes conséquences pour Total. Mais ça peut concerner aussi tous les partenaires institutionnels, type, on en a entendu parler récemment, les liens entre Total et le Collège de France, le fait que Total va financer énormément d'institutions académiques de recherche, et en contrepartie, ces institutions, elles n'ont pas le droit de critiquer Total, mais elles en font aussi la promotion dans des événements, etc. Est-ce que cette décision, d'une certaine manière, elle peut aussi les impacter, elle peut les concerner? En tout cas, on leur rappellera, n'en doutez pas. Mais voilà, mais on peut tirer le fil presque à l'infini. Les agences de communication qui développent les campagnes de publicité pour ces entreprises, etc., est-ce qu'elles pourraient aussi juridiquement être inquiétées un jour? Voilà, ça ouvre tout un nouveau champ de terrain de jeu. Merci beaucoup, Justine. On va rentrer dans le moment des conclusions pour laisser ensuite peut-être quelques questions. Et la parole à notre partenaire irakien en vidéo. فرسالتنا لكل شخص مهتم بالأهوار، مهتم بالإنسان وحقوق الإنسان، مهتم بالحيوان وحقوق الحيوان. اليوم الأهوار عالم فريد، عالم مهم امتد الآلاف السنين، راح ينتهي بهذا الحقل الأخير، بحقل الحويزة النفطي. فرسالتنا لكل شخص عنده صوت، لكل شخص يستطيع التأثير على الشركات النفط العالمية أو على الحكومات العراقية أو على الجهات المتعاونة مع الحكومات العراقية. اليوم سكان الأهوار لا حول ولا قوة لهم، والحكومات اللي المفروض تحتويهم وتحمي هاي المنطقة الطبيعية، الحكومات كانت العدو الأول لهم عبر التاريخ، مو فقط اليوم، لا عبر السنوات الماضية. عشرات السنين اللي مرت والأهوار تعاني من عمليات التجفيف المتعمد من أجل التوسعة النفطية، من أجل المصالح الحزبية. فاليوم رسالتنا لكل شخص يقدر يأثر ولو بكلمة أن يقف مع الأهوار العراقية، وبالخصوص هور الحويزة ومع سكان الأهوار، لأن هاي المنطقة هي آخر الأهوار العراقية اللي تبقت محافظة ميسان أو جنوب العراق. فصوتكم مهم، دفاعكم نعتز به. احنا نعتز بكل صوت مدافع عن الأهوار وعن الإنسان وعن حقوق الإنسان وعن النظام البيئي
اليوم البيئة العالمية واحدة، الأهوار جزء من النظام البيئي العالمي، فلا بد أن نحافظ عليها، لا بد أن نحميها، وحمايتها تتطلب التعاون مع كل شخص حول العالم مهتم بهاي المنطقة البيئية. شكرا لكل شخص دافع، شكرا لكل شخص سعى لنقل حقيقة الأهوار سواء كان داخل العراق أو خارج العراق. نعتز بهاي الشخصيات ونثق بدفاعهم ونثق بنيتهم الصادقة تجاه الأهوار. تحياتنا ومحبات كبيرة من الأهوار نبعثها لكل شخص مدافع عن الأهوار حول العالم. Voilà, Murtada qui remercie chaque personne qui peut avoir une voix et qui remercie celles et ceux qui portent la vérité sur les marées d'Irak. Et du coup, merci notamment à Mediapart d'avoir visibilisé, d'avoir enquêté sur cette situation des marais irakiens. Merci à Arnaud pour ton travail sur l'Irak au CCFD. Merci aussi à des organisations comme Notre Affaire à tous qui cherchent la vérité aussi derrière les agissements de Total Energy. Donc, je vous laisse la parole à, je ne sais pas, dans l'ordre lequel vous voulez, pour conclure, un mot de conclusion très rapide et ensuite on passera aux questions. Peut-être pour conclure, en résonance avec la vidéo que vous venez de voir, c'est que pour moi, ce cas des marais irakiens et du marais du Hawizeh, c'est vraiment en fait un exemple d'horreur environnementale et humaine chimiquement pure. Pourquoi ? Parce que en fait, on ne se rend pas compte ici de Paris d'à quel point ces marais sont importants. Ces marais sont là depuis des millénaires. Le peuple Awari est là depuis des millénaires. C'est des gens qui étaient déjà là au temps de la Bible, qui étaient déjà là il y a 2000 ans, dont le mode de vie a en fait très peu changé. Alors évidemment, ils ne sont pas restés à l'âge de pierre, mais ces marais, en fait, c'est un entrelac de voies d'eau, de roseaux. Alors même si c'est moins le cas, pendant très longtemps, ces Awari vivaient dans des maisons en roseaux qui fabriquaient justement avec les roseaux du marais. C'est un peuple qui a toujours une culture propre, qui vivait et qui essaye, malheureusement, qui peut le faire de moins en moins, de vivre complètement en symbiose avec cet environnement qu'ils avaient su à la fois exploiter pour leur survie, mais aussi préserver pendant des millénaires. Et cette destruction, alors cette destruction, il faut être honnête, n'est pas uniquement liée aux compagnies pétrolières, c'est aussi lié aux guerres, à l'assèchement, aux barrages, etc. Mais les compagnies pétrolières ont une part importante de responsabilité dans la destruction de ces marais. Donc c'est une biodiversité énorme en termes d'espèces, de poissons, d'oiseaux. Et ce peuple, cette culture, quand on parle du départ des Awari, on parle de centaines de milliers de personnes qui ont été obligées de partir, comme il l'a dit, de quitter leur marais pour s'exiler de force vers les villes. On parle de militarisation, de checkpoint, d'un peuple en fait qu'on empêche de vivre sur ces terres, d'accéder à ces terres, et donc par ailleurs dont on détruit l'environnement, et donc même si on leur laissait revenir, finalement l'environnement n'est plus là, et donc leur moyen de subsistance de base, qui était l'eau, le poisson, les buffles, l'agriculture, qui est aujourd'hui de plus en plus détruit. Et donc c'est un drame écologique, c'est un drame humain, c'est un drame culturel dans ce qui a été en fait un jardin d'Éden. Et c'est vrai que c'est un peu d'une tristesse infinie. Ça donne envie d'être triste et en colère à la fois. Merci beaucoup. Jussi ? Je n'avais pas préparé de grandes conclusions, du coup je serai super courte. Non, mais je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous aussi vous vous sentez un peu abattu, déprimé par tous les trucs qu'on entend. Il y a plein de choses qui sont vraies, mais je pense que voilà, si on est aussi dans une phase où le camp adverse entre guillemets réagit de manière aussi violente, c'est parce qu'en vrai il y a plein de choses aussi, il y a plein de graines qui ont été semées qui leur font peur. Et qu'on peut juste pas arrêter le combat, continuer à la fois pour les personnes qui en fait n'ont pas le choix, comme les communautés impactées. Nous on a un peu plus de possibilités de combattre sans que ça remette en question notre liberté. On va pas être enfermés demain, on va pouvoir continuer à se nourrir, donc on peut pas arrêter pour eux, mais aussi parce que en vrai je pense que quand le camp en face réagit,
c'est qu'on leur fait peur, et donc c'est surtout pas le moment de lâcher. Et on se retrouve, j'espère, le 25 juin pour fêter ça. Et Arnaud, tu as le mot de la fin. Waouh. C'est difficile de dire plus que ce qui a été dit par les collègues et Murtada. Je pense que ce qui est important, c'est à travers ce genre de rapport de comprendre aussi quel est le prix réel du pétrole. On parle beaucoup du prix du pétrole à la pompe, mais aussi ce que ça veut dire pour les gens qui vivent à proximité de ces zones d'extraction. Je pense que ça sert au moins à ça. Nous aussi, à travers ce rapport, on estime avec les populations locales qu'il n'y a pas de fatalité pour Hawizé et pour les marais, et qu'il y a encore des leviers d'action qu'il faut essayer d'activer au maximum. Donc on rencontre l'UNESCO à nouveau dans 2 semaines. On va leur demander à nouveau cet enregistrement sur la liste des sites en danger. On essaye aussi d'obtenir d'eux une visite terrain qui se fasse sans forcément le partenaire gouvernemental à leur côté, pour qu'il y ait vraiment une liberté de parole de la part de Murtada et des autres. Pour Total Energy, on continue à garder la pression sur eux. Eux nous disent, pour Alphaya, nous ne sommes pas opérateurs, donc nous ne tombons pas sous la loi du devoir de vigilance. Ce n'est pas notre analyse, et en fait, quand il y a effectivement 22,5% d'un pactole aussi important que ces 400 000 barils jour, on estime qu'il y a une responsabilité, et l'analyse telle qu'elle a été faite par de nombreux juristes et par le législateur à la base indique que les non-opérateurs sont aussi responsables. Donc pour le moment, il n'y a pas eu de jurisprudence sur cette question. On espère qu'il y en aura une à l'avenir. Et puis pour les responsables gouvernementaux qu'on rencontre aussi, s'assurer que la loi française est respectée par les entreprises françaises qui opèrent à l'étranger, et que la loi des pays dans lesquels ils opèrent soit respectée aussi, puisque les lois irakiennes ne sont pas respectées par ces acteurs. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, c'est le temps des questions. Donc, on vous encourage à prendre la parole, poser votre question. Merci. Je suis Patrick Mundunga. Je viens d'Afrique, notamment du Gabon. Avant de poser ma question, je voudrais tout de même féliciter déjà ces avancées sur la victoire sur le plan juridique contre un opérateur que nous connaissons tous. Et le deuxième élément, c'est déjà un préalable, parce que sinon ma question ne sera pas très bien comprise. Je voudrais ici reconnaître que Total Energy, comme vous l'avez si bien dit, a changé de nom. Et venant d'Afrique, et ayant lu un ouvrage juridique écrit par des journalistes, j'ai oublié les noms, mais le titre, je l'ai à l'esprit, Eva Joly ou la Juste, c'était un roman qui avait enquêté sur Elf Aquitaine. Alors on peut dire que Total Energy, peut-être c'est un caméléon qui change à chaque fois. Le deuxième élément, c'est que je ne voudrais pas ici nier la problématique. Si, je partage cette problématique, mais j'ai un élément, c'est celui de... vous avez évoqué quelques réponses, c'est-à-dire qu'on regardera sur le côté financier, le côté des agences de régulation, comment est-ce qu'ils s'approprient ce sujet pour essayer d'avoir une démarche globale. Mais en termes d'équité, vous avez parlé d'un système, il y a d'autres opérateurs. Je serais un peu gêné que la démarche soit simplement concentrée sur un opérateur, alors qu'il y a d'autres opérateurs. Est-ce qu'il y a des outils ou des expériences ou des bonnes pratiques qui feraient que les autres opérateurs aient le même traitement, les opérateurs américains notamment, les opérateurs chinois notamment? Et là, je le dis pourquoi? Parce que j'ai bien vu dans un procès qui avait été médiatisé pour un grand homme du FMI, je n'ai pas vu un juriste français aller s'attaquer ou aller défendre une cause d'un citoyen alors que les droits de ces pays sont inattaquables et qu'on pourrait se concentrer simplement parce qu'on est français, parce qu'on est africain, parce qu'on est gabonais sur le plan local. Alors donc, moi, c'est la question du traitement d'équité dans cette démarche systémique. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce que là, il n'y a pas aussi
comme un harcèlement, comment dire. C'est vrai que c'est la politique des petits pas, je vous félicite. Et voilà, ma question, c'est celle-là. L'équité, où est-ce qu'on en est? Y a-t-il de bonnes pratiques? Comment on s'attaque aux Chinois? Comment on s'attaque aux Américains pour ne pas vraiment s'acharner simplement sur les entreprises françaises? La réponse va être un peu décevante. En vrai, attaquer des entreprises qui ne sont pas françaises, par exemple d'autres compagnies pétro-gazières, etc., on en rêve, hein, mais les bases de droit aujourd'hui sont pas forcément possibles en France. C'est aussi pour ça que on va dire le mouvement des contentieux climatiques contre les entreprises, c'est un mouvement qui est mondial. Il y a eu un procès contre Shell, il y a un procès en cours contre Eni, il y a des procès qui impliquent Exxon et d'autres compagnies américaines. J'ai même appris la dernière fois dans une conférence en décembre que des procès climatiques en Chine, il y en avait des centaines, voire des milliers. Donc on a très peu de data sur ce qui s'y passe, mais il y a aussi des contentieux dans des pays où on ne les imaginerait pas. Donc si c'est ça que vous mettez derrière l'équité, les autres compagnies sont aussi attaquées. Et c'est un des arguments que Total a énormément fait valoir pendant l'audience, c'est de dire, nous, on ne va pas résoudre le problème tout seul. Mais c'est ce que l'on appelle, nous, la stratégie du dealer de drogue. C'est-à-dire, en fait, si c'est pas moi, c'est d'autres qui le feront. Donc, en fait, j'ai pas vraiment de responsabilité. En fait, les gens ne sont jamais pas condamnés avec ce type d'argument. Et donc, ce qu'on demande à Total, c'est de faire sa part, de prendre sa responsabilité. Mais notre affaire à tous, on est aussi allé chercher la responsabilité de l'État. Donc, en fait, et en Afrique, il y a plein de procès aussi qui vont chercher d'autres responsabilités sur des projets en particulier. Donc, faites des dons aussi aux associations qui portent ce type de contentieux et on pourra en attaquer autant qu'on veut. Il y a des questions à la fois de ressources et de faisabilité juridique. Peut-être pour compléter sur le cas spécifique d'Alfaya, effectivement, Total Energy n'est pas opérateur et a seulement 22,5% des parts. Néanmoins, l'étude a montré que on a eu accès au contrat en fait entre les parties et Total fait partie de tous les comités exécutifs et d'opération et donc valide aussi les différentes décisions qui sont prises, que ce soit sur les opérations d'exploitation, mais aussi sur le maintien ou non du torchage. Et donc, en fait, ce statut de non-opérateur ne permet pas donc d'évacuer toute responsabilité. Et en fait, dans ce modèle extractif des multinationales pétrolières, c'est quelque chose qui est assez récurrent. C'est assez rare que Total soit complètement opérateur de son champ. Et donc, ça nous permet en tout cas de montrer qu'il y a cette responsabilité spécifique. Il y avait deux choses qui m'ont interpellée tout à l'heure. Quand vous avez dit que pour extraire du pétrole, il fallait de l'eau, quand les marais sont secs, comment on fait pour extraire le pétrole? Et d'autre part, quand vous avez dit qu'ils protégeaient leur zone de tourisme, mais les touristes, ils vont au milieu des champs de pétrole et ils disent bravo, c'est joli. Alors sur le premier, c'est que alors, de l'eau, il y en a de moins en moins, mais il en reste. Le Tigre, heureusement, et l'Euphrate ne sont pas totalement à sec. Mais ce qu'a montré le rapport, c'est qu'ils continuent à pomper de l'eau dans le Tigre, ou en tout cas de l'eau qui vient du Tigre. Donc ils contribuent à l'assèchement de la rivière. Comme il y a de moins en moins d'eau dans le Tigre, ils pompent dans des nattes souterraines profondes. Et par ailleurs, ce que tu as dit, Clara, c'est qu'ils ont un nouveau projet qui s'appelle Ratawi. Et là, vu qu'il n'y a plus assez d'eau, ils vont faire une usine de dessalement. Donc, ce qui va encore aggraver, évidemment, le bilan carbone du pétrole. Parce que ça veut dire qu'il va falloir produire de l'eau et brûler du pétrole pour dessaler de l'eau de mer. Et donc, un peu le cycle infernal. Et quant au tourisme, en fait, c'est sur l'un des trois marais, en gros, celui qui est le plus préservé, où on envoie les touristes. Mais à aviser celui dont on parle et sur lequel on a enquêté, je pense qu'aucun touriste ne voudrait y aller, malheureusement. C'est plus trop en état touristique. Merci. Oui, j'avais plusieurs questions. La première, c'est est-ce que la notion d'écocide juridique
avance au plan mondial, parce que je crois qu'il y a des groupes qui s'intéressent à ça pour le faire valider et le faire reconnaître. Deuxième chose, je crois que la deuxième phase du procès là, que vous êtes en train de mener s'inscrit donc dans le devoir de vigilance. Est-ce qu'en finale, si on gagne, les populations seront indemnisées? Qu'est-ce qui se passera en termes de réparation? Et d'autre part, cette loi sur le devoir de vigilance, il y a beaucoup de médias qui évoquent le fait que c'est très menacé déjà au niveau européen. Qu'est-ce qu'il en est? Et même au niveau français, on parle de la détricoter. Donc, qu'est-ce qu'il en est aussi? Et enfin, aux États-Unis, avec Donald Trump, quand il est arrivé, il a dit moi, je vais forer partout, y compris dans les réserves naturelles du pays, des États-Unis. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on est arrivé quand même là-bas à l'arrêter ou pas du tout? J'ai loupé la dernière, donc il faudra me la rappeler. Sur l'écocide, oui, ça avance. L'État français a même une deadline qui est, je crois, fin avril ou début mai, pour transposer la directive criminalité environnementale, qui a été votée au niveau européen et qui reconnaît le crime d'écocide. Cette directive, elle a fait l'objet de moins de lobbying. Alors, il faudra un jour savoir pourquoi. Peut-être les ONG s'en sont moins saisies, donc les entreprises l'ont moins vu passer. Mais du coup, le crime d'écocide a été reconnu au niveau européen. Et là, on doit le transposer dans le droit français. Avec un petit sujet au moment de la transposition, c'est qu'au moment de la loi climat, ils avaient inscrit un délit d'écocide, ce qui n'a pas de sens parce que l'écocide est forcément un crime, dans la loi française. Donc il y aura un petit débat pour justement avoir la version plus ambitieuse qui a été votée au niveau européen. Mais c'est un combat à avoir parce que le délai de transposition là arrive bientôt à expiration, mais on a déjà vu l'État français mettre des années avant de transposer certaines directives. Et donc il y a des associations, dont notamment qui font partie de la coalition Stop Écocide France, qui vont se mobiliser là dans les prochains mois sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font. Mon collègue Émilien vous en aurait parlé beaucoup mieux que moi. Sur le procès contre Total pour son devoir de vigilance climatique, nous, ce n'est pas un procès en réparation. Ce qu'on demande, c'est des injonctions, donc des demandes fortes de la part des juges, mais on ne demande pas réparation pour des personnes. Ça a été par exemple l'objet, les procès en réparation, par exemple, de le procès contre Yves Rocher, qui a été victorieux aujourd'hui, qui justement, lui, portait sur les violations de liberté syndicale de travailleurs en Turquie dans une filiale d'Yves Rocher. Et là, du coup, il y a eu réparation pour les personnes qui avaient été injustement licenciées. C'est aussi l'objet d'un procès qu'on a contre Casino, où il y a des représentants de peuples autochtones d'Amazonie qui attaquent Casino pour déforestation illégale de leurs terres. Donc c'est des procès où il faut faire ces demandes dès le départ, où il faut y avoir des communautés qui demandent réparation. Nous, c'est vraiment la stratégie climatique de Total en général qu'on vise, mais dans le procès, par exemple, contre Total pour son projet en Ouganda, là, il y a des communautés impactées qui demandent réparation. Mais en gros, il faudrait le faire. Pour chaque procès de Total, il faudrait avoir un procès avec des personnes pour demander réparation. Il faudrait que les communautés locales, en fait, déposent plainte et lancent une procédure. Mais c'est toujours long, compliqué, cher. Exactement. Et du coup, c'est pas satisfaisant. Il y a peut-être des trucs à inventer où les entreprises pétro-gazières, on acterait qu'elles doivent mettre un pourcentage de leurs bénéfices qui serait reversé en réparation à des communautés impactées partout dans le monde. Ça existe, ça s'appelle les fonds Loss and Damage. Enfin, ça existe en plaidoyer, c'est des demandes qui existent, ça n'existe pas encore concrètement, mais on espère un jour. Sur le devoir de vigilance et l'Union européenne, je ne sais pas si Clara, tu as envie de te faire plaisir et répondre à cette question. Allez, je sors de mon rôle de modératrice parce que c'est mon sujet. Ça a été mon sujet cauchemardesque de toute l'année 2025 avec ce fameux Omnibus 1. Je dis 1 parce que malheureusement, il y en a une dizaine, je crois, qui sont en cours ou qui vont arriver au niveau européen, qui vont concerner beaucoup de champs, mais également de notre quotidien finalement, parce que quand on réautorise des produits chimiques,
ça va se payer sur la santé des Européennes et des Européens. Mais pour le devoir de vigilance, oui, donc il y a eu cet omnibus qui est venu réouvrir plusieurs directives concernant la durabilité et l'impact sur les droits humains et l'environnement des multinationales. Ça a été un combat extrêmement dur qui a été mené en interassociatif avec Justine, Notre Affaire à tous, CCFD, Oxfam, Amnesty, voilà, plein d'organisations. On a perdu beaucoup de choses, notamment sur le volet climatique, un retour en arrière extrêmement grave, puisque les plans de vigilance climatique, les plans de transition ne sont plus obligatoires. Voilà. Donc on va continuer de se mobiliser, à la fois pour se demander si c'est légal tout ça, et il y a des actions en cours, et aussi, vous en avez parlé, la transposition de cette directive qui, du coup, va intervenir dans les prochains mois. On verra si le calendrier s'accélère ou non. On va être extrêmement vigilant pour n'autoriser aucun retour en arrière. Nous, on a cette chance en Europe d'avoir une loi sur le devoir de vigilance. Ce n'est pas le cas de tous nos collègues interassociatifs qui, eux, vont devoir transposer. Ça va être une nouveauté dans leur ordre juridique. Nous, on a une loi qui a une interprétation large, notamment des impacts qui sont couverts par ce fondement juridique. Donc on va être extrêmement vigilant pour qu'il n'y ait aucun retour en arrière, et on s'attend à qu'en face, ça demande voilà, que ça s'attaque et que ça vienne restreindre encore plus le champ d'application notamment. Donc affaire à suivre. Et on aura besoin justement des citoyennes et des citoyens pour être avec nous. On aura besoin de la presse pour couvrir ces sujets, parce que même si c'est technique, ça reste des impacts au final extrêmement concrets pour les populations du Sud, mais aussi pour les consommateurs et consommatrices en Europe. Et je me souviens plus de la dernière question. C'était sur Donald Trump et sa politique d'extraction massive. Moi, je ne sais pas s'il y a des limites qui ont été mises aux États-Unis. En tout cas, sa politique étrangère montre que... En tout cas, ils ont compris que les ressources planétaires étaient limitées, mais leur conclusion est différente de la nôtre. Ils essayent d'en tirer le maximum de profit. Et ce qui s'est passé au Venezuela était il a, lui, directement, plusieurs fois fait le lien avec l'accès à ces ressources pétrolières et le fait que les entreprises américaines allaient pouvoir rentrer dans le pays en masse, et il me semble que ça a commencé, et là, beaucoup de ces réserves sont dans des zones protégées en Amazonie. En Iran, c'est moins mis en avant par l'administration Trump, mais c'est possible que ça fasse aussi partie des motivations de ce pays. Oui, Jacques Viers, je suis bénévole au secrétariat national d'Amnesty International France. Je fais partie de ceux qui ont, avec le CCFD et Sherpa, ont porté au départ la loi sur le devoir de vigilance. Autant vous dire qu'on est un petit peu déçus par ce qui se passe actuellement avec l'omnibus qu'on se prend dans la figure. Moi, je voudrais vous dire que ce que j'ai entendu aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une nouveauté. Je suis, moi, la pollution de pétrolière par Shell au Nigeria depuis une vingtaine d'années. Nous, on se bat aux côtés justement des personnes, on les suit pour qu'elles puissent se faire indemniser, si j'ose dire, avec un succès extrêmement relatif. Mais on est exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que c'est une zone naturelle protégée, hein, c'est la mangrove. Une pollution pétrolière terrestre qui est la plus importante qu'il y ait jamais eu dans le monde, qui dure depuis une cinquantaine d'années. Shell est totalement responsable et totalement irresponsable dans sa réparation auprès des populations. Il y a eu un rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement qui disait que pour démarrer, il faudrait déjà $1 milliard, qui n'a jamais été versé et ou qui est détourné, parce qu'il y a un accord entre le gouvernement nigérian et Shell au détriment des populations locales. C'est un vrai scandale. Les gens boivent du pétrole, respirent du pétrole, meurent de cancer depuis des années. Il n'y a pas eu de point zéro, donc on ne saura jamais ce qui s'y est passé vraiment. Et côté torchage du gaz, ils sont pas mal. Ça m'étonne que vous n'ayez pas trouvé Shell dans vos parachutages. Et on les a trouvés. On a même fait un article spécifique sur eux, sur le cas de Shell au Nigeria. Alors, le torchage du gaz est interdit au Nigeria depuis 1985, je crois, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc, tout cela veut dire que faut-il faire ? Il faut demander justice aux compagnies pétrolières. Alors Shell a trouvé la solution, hein, parce qu'ils sont tellement empêtrés dans
sur leur réserve terrestre au Nigeria qu'ils ont vendu tout à des petites sociétés locales, comme ça ils sont sûrs que personne ne sera indemnisé, et ils pensent s'en tirer comme ça. Nous on essaie de les poursuivre, mais on va avoir beaucoup de mal, parce qu'on n'a pas le droit de s'en aller comme ça, en fermant la porte derrière soi, après avoir pollué tout un pays, quoi. Et ils se sont repliés sur leur gisement offshore. Donc voilà. Donc alors comment faire? Eh bien, pour l'instant, il n'y a à peu près que les ONG et la presse indépendante. Bravo à ce qu'a fait Mediapart, c'est vraiment formidable ce que vous avez fait. Pour l'instant, c'est les seules forces qui peuvent s'opposer à cette espèce d'accord entre ces multinationales irresponsables et des gouvernements qui profitent, qui sont souvent corrompus et qui profitent de l'extraction pétrolière et gazière au détriment des populations locales, quoi. Donc voilà, c'est pas très drôle ce que je dis, mais enfin bon, on va y arriver, quoi. Faut pas se décourager, quoi. Une troisième force peut-être qu'on essaie d'activer, c'est les responsables politiques, députés, sénateurs ou non élus qui peuvent porter ces messages et poser des questions et vraiment mettre en avant notre travail auprès des décideurs qui ont normalement une obligation de réponse. Donc on essaye de se baser là-dessus aussi. Mais oui, ça reste assez limité. Je crois malheureusement qu'on va devoir arrêter là. Merci vraiment à toutes et tous. De toute façon, n'hésitez pas à consulter les ressources qui sont disponibles du côté de Mediapart, du côté de Notre Affaire à tous, du CCFD Terre Solidaire, d'Amnesty aussi, comme on l'a dit à plusieurs reprises, et c'était aussi le but de cette conférence. Tout ça, malheureusement, est bien systémique et s'observe dans de nombreux pays. Et les réponses, elles doivent aussi être systémiques, et le droit en participe, mais la politique également. Donc, affaire à suivre. Merci. Voilà, il me reste à remercier, et c'est le plus important, celles qui ont pu permettre cet événement. Donc, Anne Boucher, Émile Luton, Camille Salaise, les équipes de l'Académie du Climat. Merci. Et merci aux intervenants, intervenantes. Voilà. Et merci à Murtada.